Alors, imaginez un sport. Un sport où les athlètes, ils ne courent pas, ils codent. Un terrain de jeu où ce qui compte, ce n'est pas la force des muscles, mais la vitesse de la pensée. Bienvenue dans le monde fascinant de la programmation compétitive. Au premier abord, on tombe sur des problèmes qui ont l'air un peu étranges. On y mélange des personnalités comme Taylor Swift avec des concepts de logique pure. On pourrait croire à une blague, mais il ne faut pas s'y fier. Parce que, en réalité, derrière ces énoncés un peu décalés, se cache une véritable arène intellectuelle. Un sport où des esprits brillants s'affrontent avec pour seules armes leurs claviers et leurs algorithmes. Et le but, c'est la première place du podium, rien de moins. Bon, alors c'est quoi exactement ce sport de programmation à haute vitesse et à haut risque? En gros, il ne suffit pas de juste trouver une solution. Il faut trouver la solution la plus rapide, la plus efficace, la plus élégante. Tout ça dans une course effrénée contre la montre et les limites de la machine. On pourrait être tenté de comparer ça au test technique d'un entretien d'embauche. Mais en fait, ça n'a pas grand-chose à voir. La programmation compétitive, ça ne teste pas la connaissance de solutions toutes faites. Non, ça exige d'inventer des approches complètement nouvelles pour des problèmes qui sont souvent à la frontière de la recherche en mathématiques. Et pour s'en sortir dans un univers aussi complexe, la créativité ne suffit pas. Les compétiteurs doivent maîtriser une immense boîte à outils d'algorithmes. Et là-dedans, l'arme la plus importante, c'est l'efficacité. Ce qu'on surnomme le manuel du programmeur, c'est en fait un concentré de concepts ultra pointus en informatique. Ça va de la théorie des graphes aux mathématiques les plus poussées. C'est vraiment la base sur laquelle tout le reste est construit. Pour bien saisir ce que efficacité veut dire, prenons un problème qui, en apparence, a l'air tout simple. C'est là que ça devient fascinant. Le choix de l'algorithme ne va pas juste améliorer un peu la performance, il va la changer du tout au tout. Regardez-moi ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Avec 1000 éléments, la différence est à peine visible. Mais dès qu'on passe à 1 million d'éléments, l'approche naïve la plus évidente prendrait des heures, peut-être des jours, alors que la solution vraiment optimisée, elle, est instantanée. Voilà la différence entre un échec cuisant et une victoire. La compétence clé, ce n'est donc pas de taper son code le plus vite possible. Non, c'est de savoir prendre le temps de réfléchir pour dénicher l'idée qui rendra le code presque absurdement rapide. En bref, il s'agit de penser plus intelligemment, pas plus vite. Voyons maintenant comment on s'entraîne. Comment les compétiteurs font-ils pour développer ces muscles de la résolution de problèmes? Le chemin vers le sommet n'a rien de magique. C'est une boucle, une routine de pratique super rigoureuse et méthodique. On essaye un problème, on échoue, on étudie la solution, on apprend la technique qui manquait et on recommence, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et c'est justement grâce à ce processus que les programmeurs finissent par transformer leurs plus grandes faiblesses, que ce soit les maths ou un type d'algorithme bien précis, en leur plus grande force. D'ailleurs, il y a un conseil assez surprenant qui circule, presque à contre-courant. Pour apprendre le C++, qui est le langage de prédilection, on recommande souvent d'éviter les livres et les cours classiques. L'idée, c'est plutôt d'apprendre sur le tas, en lisant le code des meilleurs et en s'en inspirant directement. Mais tout cet entraînement acharné n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Ce qui rend cette discipline si addictive, c'est l'adrénaline pure de la compétition elle-même. Le déroulement d'une compétition, c'est une vraie montée en puissance émotionnelle. Tout commence dans le silence, avec une concentration extrême où l'on décortique l'énigme, ses pièges, ses contraintes. Et puis, soudain, c'est l'étincelle, le fameux moment Eureka, où une solution à la fois élégante et efficace se dessine enfin dans l'esprit. Et à partir de cet instant, c'est une course folle contre la montre. Il faut transformer cette idée en code, un code parfait sans la moindre petite erreur avant que le chronomètre ne s'arrête. Et enfin, la récompense. Ce soulagement, cette satisfaction incroyable de voir son code passer tous les tests, de grimper dans le classement, c'est ça le vrai frisson de la victoire. Mais ce sport, qui est vraiment l'incarnation de l'ingéniosité humaine, fait maintenant face à un tout nouveau type de compétiteur. Un compétiteur qui n'est pas humain. Depuis peu, un nouveau joueur a fait son entrée dans l'arène, l'intelligence artificielle. Et elle ne fait pas de la figuration. Des systèmes d'IA arrivent aujourd'hui à des niveaux de performance équivalents à ceux des meilleurs humains, des médaillés d'or. Certains rapports vont même plus loin et affirment qu'une IA aurait réussi à résoudre absolument tous les problèmes des finales mondiales. C'est un exploit tellement rare qu'il est quasiment jamais accompli par une équipe humaine. Ce qui nous amène à une question assez vertigineuse finalement. Si l'IA commence à maîtriser ce jeu d'ingéniosité pure, quelle est la place de l'intelligence humaine? Est-ce que la créativité, face à un problème inédit, reste notre dernier bastion? La question est ouverte.